6 personnes qui sont avec nous. Donc, bon, il y en aura peut-être qui vont nous rejoindre. C'est le mois d'août, on disait, donc c'est les vacances. Alors, merci à ceux qui sont là de nous avoir rejoints et puis bienvenue dans dans la série de webinaires. Donc, c'est une série qu'on a depuis le mois de décembre avec notre réseau, dont je vais partager quelques informations. Et en fait, notre réseau, c'est un réseau international, donc d'habitude, ces présentations, on les a en anglais. Et puis là, c'est vraiment la première fois qu'on fait une présentation en français, en fait, pour partager les connaissances et puis les recherches vraiment en introduction sur le sujet avec les personnes voilà, francophones de notre réseau. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré, donc il sera disponible en ligne. On mettra un message sur notre Twitter et puis Abir va vous partager là dans le chat notre site internet. On a un nouveau site internet. Donc tous les webinaires sont partagés là-bas en ligne. Si vous voulez en savoir plus et que vous parlez anglais, du coup il y a toute une série en fait sur la question du conflit d'intérêts, de la gouvernance, de l'influence des industriels. C'est tout disponible sur notre site internet et puis on a aussi d'autres informations dispo là-bas. Alors moi, je suis Mélissa Mialon, docteur Mélissa Mialon. Je suis co-coordinatrice du réseau avec docteur Emma Nakache, qui est à l'Université américaine de Beyrouth. Et puis on a Abir là qui est là pour nous aider avec tout le côté technique. Donc merci beaucoup Abir à chaque fois d'être présente pour nous aider pour les webinaires. Abir qui est aussi à l'Université américaine de Beyrouth. C'est notre assistante, en fait, c'est l'assistante de notre réseau. Donc, je vais vous partager les premières. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Vous me dites. Hop. Quelques infos sur notre réseau. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Oui. Ouais, ok, super. Alors, donc, notre réseau, en fait, c'est un réseau sur la gouvernance, l'éthique et le conflit d'intérêts en santé publique. Donc, c'est Geki PH en anglais. C'est un groupe de chercheurs, on est un groupe de chercheurs et de professionnels de la santé. Donc, on a aussi des journalistes, on a des personnes qui travaillent dans le milieu associatif, etc. Et on est préoccupé par l'influence que les entreprises elles ont sur la recherche, la pratique et les politiques de santé publique de façon très globale. C'est un réseau qui a été créé en février 2018 et on a eu le soutien du Centre de recherche pour le développement international du Canada en 2018. Et puis ensuite, on a eu des financements supplémentaires du Wellcome, qui est un financeur anglais, en 2019. Donc, notre réseau, il est hébergé à l'Université américaine de Beyrouth, à la faculté de santé, des sciences de la santé de Beyrouth au Liban. Et donc, j'en profite pour avoir une pensée pour nos collègues, enfin, voilà, les personnes qui travaillent à Beyrouth, Abir, Rema, et puis les autres collègues qui sont du Liban, ont une pensée pour eux par rapport à tout ce qui se passe, que ce soit l'explosion qui a lieu, il y a aussi une grosse crise économique et crise politique. Donc, Abir s'est déplacé quand même jusqu'à son campus, donc qui est en plein centre de Beyrouth. Donc, merci beaucoup à tous et soutien à tous. Alors ensuite, hop, si ça veut bien marcher. Donc, notre mission, quelle est notre mission? En fait, on a été créé en réponse à un grand nombre de partenariats publics-privés en tant que modèle de bonne gouvernance et en l'absence d'une attention suffisante accordée en fait aux défis qui sont liés à ce type de collaboration. Donc le réseau, en fait, notre réseau vise à promouvoir des garanties institutionnelles et des mesures qui protégeraient les objectifs de santé publique en recherche, par rapport à la pratique professionnelle et par rapport à l'élaboration de politiques publiques. Nos objectifs, c'est partager, rassembler, promouvoir et favoriser les connaissances sur l'influence des industriels sur la santé publique. C'est aussi documenter les problèmes de gouvernance, d'éthique et de conflits d'intérêts qui surviennent dans l'interaction entre les industriels et les institutions ou individus, les professionnels de santé publique. C'est aussi renforcer les capacités, définir les priorités de recherche et servir de forum de collaboration entre les chercheurs et les acteurs de la société civile concernés par notre mission. Donc, on n'est pas seulement cloisonné à tout ce qui est recherche ou bien
tout ce qui est société civile et action de la société civile. C'est vraiment une plateforme où on collabore ensemble, on discute ensemble. On cherche aussi à plaider pour la recherche et l'action pour faire avancer les missions de notre réseau. Et on favorise le dialogue entre politique et on promouvoit aussi l'utilisation de la recherche scientifique. Donc, dialogue entre politique, sciences et société civile. Et voilà, on promeut l'utilisation de la recherche scientifique en politique. Donc, notre façon de travailler, en fait, on a des réunions de comité de coordination tous les 3 mois. Donc, on est une petite dizaine à se réunir tous les 3 mois. Et ensuite, on a des groupes thématiques de recherche. Donc, on a 3 différents groupes. Un qui est plutôt sur l'influence politique elle-même, un qui est plutôt sur les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette influence politique des industriels, et puis un troisième qui est plutôt société civile, etc. Enfin, vraiment grossièrement, vous pouvez nous écrire si vous voulez en savoir davantage sur ces différents groupes. On a aussi des ateliers, des colloques et des réunions au cours de l'année. Donc, on le fait souvent en conjonction avec d'autres événements. Quand il y a des conférences, etc., on se lie à ces conférences, on fait des présentations et on peut aussi voir nos collègues. Et puis, et on a une réunion annuelle pour tous nos membres. Donc, la première était en 2018 et l'autre, pardon, était en 2019. On devait en avoir une cette année qui est annulée au vu des circonstances actuelles. Mais voilà, on planifie une réunion annuelle pour tous nos membres. Et on a eu 20-25 membres en 2018 et en 2019. Et après, on a de la communication et de la diffusion à nos membres. Donc, on communique par email. On a essayé Microsoft Teams qui marche pas tellement. Et puis, on a aussi Twitter. Et puis maintenant, on a ce site internet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être membre du réseau si ça intéresse certains d'entre vous? C'est un accès à un public international où on peut diffuser des nouvelles à nos membres, avoir accès aux annonces de conférences, aux dernières publications scientifiques dans le domaine, etc. C'est de l'interaction aussi, des discussions sur des questions pertinentes et des échanges d'idées, tout en renforçant les relations et l'interaction avec les autres membres. Et puis, vous pouvez aussi avoir du conseil, donc de soutien aux membres pour développer leurs propres projets et aussi des actions au niveau local. Si jamais votre université, par exemple, fait face à l'influence des industriels, on peut faire une action collective sous la forme, par exemple, d'une lettre au nom de notre réseau ou autre pour soutenir, en fait, pour soutenir les solutions face à cette influence. Si vous voulez devenir membre, vous devez remplir un formulaire sur le conflit notamment sur vos conflits d'intérêts. C'est examiné par un comité d'adhésion. Donc, les personnes qui ont un conflit d'intérêts ne peuvent pas rejoindre notre réseau a priori. On a 107 membres là au mois d'août au total. On a eu 3 nouveaux membres qui nous ont rejoints pour le mois d'août. Et puis la répartition, c'est surtout pour l'instant des personnes qui sont d'Europe et des États-Unis ou des Amériques. On a un peu moins de personnes du Pacifique et de l'Asie, etc. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent nous rejoindre de ces régions-là, on est particulièrement intéressés, voilà, pour être représentés dans différentes régions du monde, en particulier là où il y a peut-être moins de chercheurs et moins d'activistes dans le domaine. Et si vous voulez nous contacter, j'ai mis le contact de Dr Rima Akash à Beyrouth. Et puis, vous pouvez me contacter aussi sur mon Hotmail. Donc, je suis chercheuse honoraire au Brésil, d'où je reviens, mais à cause de la pandémie, je suis en France. Donc, je suis basée ici et vous avez aussi notre Twitter pour nous suivre. On partage des informations sur les domaines qui nous intéressent. Donc, je vais commencer avec ma présentation d'abord et puis donc vous expliquer un peu qui je suis et ensuite on aura la deuxième participante que j'introduirai un peu plus loin quand j'aurai terminé ma présentation, Stéphane Aurel, que je remercie aussi d'être présente avec nous aujourd'hui. Donc, je vais commencer par une présentation sur les déterminants commerciaux de la santé, en fait, qui est le sujet du jour pour notre webinaire, au-delà de la présentation de notre réseau. Qu'est-ce que sont les déterminants commerciaux de la santé et puis quelques solutions aussi. Alors, je ne vais pas parler de tout parce que vous allez voir que c'est un domaine hyper large, mais je vais vous en faire déjà une introduction et puis ensuite peut-être me focaliser sur quelques sujets en particulier. Et puis après, on peut avoir une discussion par mail et dans le chat et on aura une période de questions aussi. Donc, c'est un sujet très large comme un réseau très large aussi.
Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis après à revenir vers nous après le webinaire. Donc, je suis chercheuse honoraire à l'Université de São Paulo au Brésil, d'où je reviens après 2 ans de travail là-bas, en Amérique du Sud. Et puis en ce moment, je suis consultante pour l'Université de la Caroline du Nord, à Chapel Hill aux États-Unis, et à l'Université américaine de Beyrouth. Donc, je travaille un petit peu pour le réseau en ce moment aussi. Et puis, à partir de janvier, je serai chercheuse à Trinity Business School à Dublin, en Irlande. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et donc, on va commencer avec la présentation. Pour commencer, il me paraît important de clarifier la différence entre influence et conflit d'intérêt, parce qu'on entend souvent parler du conflit d'intérêt ou de corruption, ou de choses comme ça. Et en fait, ce sont 3 choses complètement différentes. Et c'est important de clarifier la différence parce que quand on va parler de solutions, de comment faire face à l'influence ou comment faire face au conflit d'intérêt, ce sont des choses bien distinctes. Et du coup, si on se focalise que sur le conflit d'intérêt, on risque de louper tout un tas de solutions en fait pour faire face à cela. Donc, quand on parle d'influence, c'est qu'il y a des entreprises, et au sens très large. Et puis, de l'autre côté, vous avez des professionnels de santé ou des institutions. Et là, on parle vraiment de professionnels de santé ou d'institutions de santé. Et quand une entreprise exerce, par exemple, une activité politique ou fait de la responsabilité sociale d'entreprise, c'est de l'influence qu'elle exerce, donc l'industrie sur une autre personne. Donc c'est un rapport entre 2 personnes ou entre 2 institutions. Et c'est assez différent du conflit d'intérêt parce que le conflit d'intérêt tel qu'il est défini en fait dans la loi, c'est vraiment au sein d'une personne ou au sein d'une institution. Donc une personne a un conflit d'intérêt et c'est bien spécifique à elle. Et je vous donne juste des exemples. Un conflit d'intérêt, par exemple, un homme politique qui aurait des parts chez une entreprise, par exemple, de soda, lui, il aurait un conflit d'intérêt, mais peut-être que l'entreprise de soda n'a absolument rien à voir avec ce choix que l'homme politique a fait d'investir chez eux. Donc, ça représente quand même un problème, le conflit d'intérêt. Mais voilà, c'est pas de l'influence. Et au contraire, par exemple, quand une entreprise va, par exemple, distribuer des livrets sur l'activité physique, une entreprise encore, si on reprend les sodas, elle distribue des livrets sur l'activité physique à des enfants dans une école ou dans un centre de loisirs. Là, l'enfant, il n'a pas forcément de conflit d'intérêt, mais il y a une influence de la part des industriels, en fait. Ils essayent d'influencer cet enfant et son entourage. Donc, ce sont des choses bien différentes. Et après, la corruption, c'est encore différent. Donc, en fait, le conflit d'intérêt, c'est quand il y a une activité ou bien quand vous avez soit une activité, soit une relation qui risque de biaiser votre jugement ou votre indépendance ou qui risque de poser problème par rapport à votre indépendance. Et ça risque quand c'est un conflit d'intérêt. À partir du moment où vous devenez biaisé, où vous perdez votre indépendance, là on parle de corruption. Donc la différence entre le risque et le fait accompli, c'est voilà la différence entre conflit d'intérêt et corruption. Donc des fois la ligne est très fine, mais voilà, c'est tel qu'il est défini dans la loi. Alors, qu'est-ce que sont les déterminants commerciaux de la santé? Est-ce que c'est une nouvelle approche d'abord de santé publique? On entend parler de ça un peu dans la littérature anglaise. Il y a eu West et Marteau en 2013 qui parlaient des déterminants commerciaux de la santé. Il y a eu Kickbush et ses collègues dans le Lancet qui en ont parlé aussi en 2016 et le terme a un peu explosé. Mais en fait, c'est quelque chose qui a existé en fait depuis le 19e siècle et peut-être bien avant. On parlait de la révolution industrielle. Il y avait des livres de Dickens et d'Oliver Twist. On parle vraiment de cette révolution industrielle, du rôle des industriels, le rôle qu'ils ont sur notre santé. Et donc parler des déterminants commerciaux, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, même si c'est remis au goût du jour et qu'on ose un peu en fait en parler un peu plus dans la littérature scientifique et en santé publique. Alors, il y a un débat pour savoir si les déterminants commerciaux de la santé, c'est complètement négatif ou bien est-ce que c'est aussi positif? Alors, qu'est-ce que sont les déterminants commerciaux de la santé tels qu'ils sont décrits pour l'instant dans la littérature? En fait, ce sont toutes les pratiques et tous les produits commerciaux, les pratiques commerciales, les pratiques des entreprises qui ont un impact négatif sur la santé. Donc, pour le moment, à ce jour, la majorité des définitions qu'on retrouve,
c'est sur l'aspect négatif. Et alors mes collègues et moi, nous sommes en train de débattre, est-ce qu'on inclut tout le côté positif? Et en fait, j'ai envie de dire que tout le côté positif, tout ce que les industriels font de bon sur la santé, on est déjà au courant. En fait, il y a déjà une littérature énorme sur la responsabilité sociétale d'entreprise, surtout les côtés positifs, l'emploi que génèrent les entreprises, le bien fondé des technologies, etc. Donc il y a déjà, en fait, on parle déjà de tout l'aspect positif de ce que les industriels y font. On parle aussi de tout ce que les industriels font de négatif par rapport à notre santé. Et en fait, l'idée de cette littérature, la grossissante sur les déterminants commerciaux, c'est vraiment de mettre tout ça ensemble et d'essayer de réfléchir un peu de façon collective à qu'est-ce que sont tous ces problèmes en fait créés par les industriels. Donc j'ai fait une revue de la littérature et puis il y en a eu d'autres qui elles sont censées toutes sortir en même temps un peu, donc ça va un peu se répéter peut-être la littérature scientifique sur le sujet cette année puis l'année prochaine. Y a un intérêt en fait, un engouement pour ce sujet, donc là je mets juste en lien ce que j'ai fait, qui a essayé et c'est de là d'où je tire cette figure en fait de cette revue de la littérature que j'avais faite. En fait, il y a vraiment la population. Si vous prenez le haut de de la figure, il y a au niveau de la population, on a ce qu'on appelle une épidémie industrielle. Donc, c'est-à-dire que les produits industriels, les pratiques industrielles, en fait, nous rendent malades. On le sait avec les pesticides, par exemple. On le sait avec les produits ultra transformés, les aliments ultra transformés, la cigarette, etc. Ça a un impact sur notre santé, la santé de la population, oui. Mais pas seulement, ça a aussi un impact sur notre planète, sur les inégalités sociales et les inégalités de santé. Et en fait, si on remonte un petit peu, quelles sont les causes, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière l'épidémie industrielle? C'est qu'au lieu en fait de voir ces problèmes-là comme des problèmes d'individus, en fait, on nous dit en France encore, voilà, il faut mieux manger, manger 5 fruits et légumes par jour, il faut boire moins, etc. Alors certes, c'est important, mais il faut pas oublier tout l'aspect en fait systémique en fait qui fait qu'on mange mal ou qu'on fume ou qu'on boit. Et en fait, dans cette épidémie industrielle, euh, toutes ces choses, en fait, elles sont recoupées. Et qu'est-ce qui sert de lien entre toutes ces choses? C'est les industriels. On a des produits qui sont malsains, qu'on appellera malsains, et des produits même sains, comme on le verra. On a aussi des pratiques de marketing, par exemple, des pratiques politiques, etc. Et après, on a aussi des facteurs globaux, en fait, des choses qui font que les industriels peuvent agir tels qu'ils agissent parce qu'il y a des choses qui les aident et puis eux aussi influencent un peu le système. Euh, donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Donc, on parle beaucoup des produits nocifs, des cigarettes, de l'alcool. On parle un petit peu du marketing, y compris aux populations vulnérables comme les enfants, les femmes, etc. On parle un petit peu moins dans la littérature et puis au niveau scientifique de tout ce qui est évasion fiscale, travail des enfants. Donc, quand on pense aux déterminants commerciaux de la santé ou quand on pense à ce que les industriels font de négatif sur notre santé, on va penser à tout ce qui est malbouffe, par exemple, à tout ce qui est cigarette. Mais en fait, même un producteur de bananes, par exemple, ou de chocolat, c'est les deux exemples que je prends souvent, s'ils emploient des enfants dans les champs, voilà, ou bien si on a des entreprises peut-être qui font des choses, des produits un peu plus sains, mais qui pratiquent l'évasion fiscale, en fait, tout ça, ça a quand même un impact au final sur notre santé, sur la santé de notre planète et sur notre système. Après, on a tout ce qui est pratique politique, donc ça, c'est mon domaine de travail en particulier. Je travaille sur les pratiques politiques des industriels de l'agroalimentaire et des industriels de l'alcool. J'en toucherai quelques mots et puis Stéphane va un petit peu développer là-dessus dans sa présentation. Et en fait, il y a aussi, voilà, comme je disais, les déterminants globaux, donc tout ce qui est mondialisation, privatisation, les accords de libre-échange, ça fait aussi partie des déterminants commerciaux et ça peut avoir un impact positif comme ça peut avoir un impact négatif. Et en fait, on combine toutes ces choses-là ensemble. Alors, là, surtout ces domaines-là, il y a des milliers de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et en fait, la littérature sur les déterminants commerciaux de la santé, c'est vraiment de lier toutes ces choses ensemble, d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent ensemble et de ne rien oublier en fait dans nos équations. Parce que quand on dit que voilà,
Un industriel, par exemple, des sodas, a fait un produit 0%. Bon, alors déjà, il y a la question de est-ce que le produit est meilleur pour la santé, ce qui n'est pas certain d'après les recherches qu'on a à ce jour. Mais en plus, ben voilà, même si si cet industriel fait de l'évasion fiscale, est-ce qu'on peut quand même travailler avec lui du coup, même si certains de ses produits, on va dire, et même si par exemple il se met à faire de l'eau, à vendre de l'eau en bouteille, est-ce que l'eau en bouteille, par exemple, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact? Et on sait que ça a de l'impact le plastique. Donc, c'est essayer de combiner toutes ces choses-là ensemble au sein d'un même discours et d'étudier ces choses-là ensemble. Donc, ce qu'on est en train de faire avec des collègues, et puis il y a plein de groupes qui travaillent là-dessus, c'est essayer de comprendre en fait comment globalement toutes ces choses-là ont un impact. En fait, pas individuellement chaque petite chose, ce qui est crucial et vraiment important, sinon on ne pourrait pas baser notre travail là-dessus. Mais c'est aussi, voilà, en combinaison, comment est-ce que ça marche. Donc, je vais juste m'attarder un petit peu sur les pratiques politiques et puis ça va être voilà développé plus en détail par Stéphane. Donc, au niveau des pratiques politiques, pour vous donner un exemple, on a l'exemple de l'industrie du tabac. En fait, on a eu des millions de pages internes, de documents internes qui étaient avant secrets en fait. Voilà, des mails échangés entre dirigeants de l'industrie, entre personnes qui y travaillent, des courriers, etc. Et en fait, il y a eu des mises en justice dans les années 90 aux États-Unis contre les gros industriels du tabac. Ils ont été obligés de fournir tous ces documents-là, qui étaient internes et secrets jusqu'alors. Et donc, ça a permis aux chercheurs, à mes collègues qui travaillent sur l'industrie du tabac, de d'éplucher voilà, en détail toutes les stratégies des industriels pour se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on pensait neutres ou voilà, on pensait qu'ils étaient de notre côté en santé publique et en fait, c'était fait pour vendre encore plus de tabac et du coup, ça fait encore plus de morts. Enfin voilà, y a un exemple par exemple qui est assez marquant, c'est les industriels qui vont dans les écoles, les industriels du tabac et qui en fait faisait soi-disant de la promotion pour éviter le tabagisme. Et en fait, il y avait les logos qui étaient apposés, par exemple, sur les petits livrets qu'ils distribuaient aux enfants. Et en fait, en interne, ils savaient qu'en apposant le logo ou bien les couleurs des entreprises, les enfants se souviendraient de la marque et ça les inciterait à fumer parce qu'en plus, l'interdit chez l'enfant, souvent, ça donne envie. Donc, du coup, en se souvenant de la marque, voilà, ils deviendraient des clients de ces industries-là. Donc, il y a plein d'exemples comme ça, ce qui est fait qu'on a plein d'exemples de ce qui s'est passé pour l'industrie du tabac. L'Organisation mondiale de la santé, par exemple, fait référence à toutes ces pratiques. Il y a des wikis entiers sur les pratiques des industriels. Au Sri Lanka, on a Tobacco Tactique, là, qui est un groupe, une université anglaise qui répertorie tous ces genres de pratiques. Et ça a donné lieu à l'Organisation mondiale de la santé au développement d'une convention sur le contrôle du tabagisme. Et dans cette convention, l'article 5.3 en fait dit que pendant le développement et l'implémentation de politiques publiques, en ce qui concerne le contrôle du tabac, les pays en fait devraient protéger ces politiques publiques des intérêts commerciaux, des intérêts des industriels. Donc, ce sont des espaces privilégiés et tout ce qui est moi qui travaille sur l'industrie de l'agroalimentaire, on est assez d'accord en santé publique qu'au moins le développement des politiques, ça devrait rester à la charge des gouvernements. Donc, comment faire en sorte que ces espaces-là soient protégés voilà, c'est une question qui est assez importante aujourd'hui. Alors, je vais aller vraiment rapidement sur l'influence politique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et puis Stéphane encore une fois va développer là-dessus. Il y a tout ce qui est gestion de la coalition. Donc, gestion, en fait, les industriels essayent d'influencer les groupes autour d'eux. Donc, bon, entre eux, bien sûr, il y a des créations de réseaux entre industriels, mais ils essayent aussi d'influencer les professionnels de santé, ils essayent d'influencer les médias, ils essayent d'influencer les communautés en faisant de la responsabilité sociale d'entreprise. Il y a aussi tout ce qui est gestion d'information. Donc là, on essaie d'influencer la science pour qu'elle aille dans notre sens, on supprime tout ce qui ne nous plaît pas, etc. Il y a de l'influence et de l'implication en politique directement aussi. C'est le lobby qu'on connaît d'habitude quand on parle de ce genre de sujet. Et tout ce qui est action légale, donc mise en justice. Quand une politique vous plaît pas, les industriels, ils mettent en justice les gouvernements ou ils les menacent de mettre en justice. Et des fois, c'est suffisant à un gouvernement pour ne pas mettre en place une loi. Et en fait, toutes ces stratégies qu'on appelle instrumentales, elles sont appuyées par des stratégies de discours,
des arguments. Donc l'industrie est tout le temps en train de montrer qu'elle a un poids économique assez fort, ce qui est vrai. Mais quel est le poids économique par rapport aux problèmes qui sont faits sur notre santé, en fait, hein, quand il y a des environnements qui sont détruits. J'ai entendu la Nestlé qui avait contaminé des rivières, par exemple en France, la semaine dernière. Il y a des impacts sur l'environnement qui sont énormes. Et c'est pas toujours payé par les industriels, ces impacts sur l'environnement. Quand on se fait traiter du cancer, c'est la Sécu qui paye, etc. Donc il y a tout un tas de questions en fait face à oui, c'est clair que l'industrie ramène de l'argent pour nos pays, ramène des emplois, mais face à ça, quels sont les problèmes aussi? Ils parlent de gouvernance, donc les industriels euh, veulent beaucoup s'autoréguler, par exemple. Donc, ils reformulent leurs produits, etc., pour éviter que leur soit imposé un certain degré de transformation ou certaines choses. Et puis, ils sont souvent, quand on parle de nouvelles politiques publiques, ils vont parler des coûts négatifs que ça aura sur le coût de fabrication et d'autres choses également. Et puis, quelque chose de très, très fort aussi, c'est qu'ils ont un discours voilà, qui va mettre en avant les individus, la responsabilité personnelle, la responsabilité des parents. Donc vraiment se focaliser en fait sur le problème des individus, le manque d'activité physique, le fait de ne pas manger équilibré, etc. Alors qu'en fait, si on prend cette vision d'ensemble là, des déterminants commerciaux de la santé, on voit qu'en fait le problème est beaucoup plus gros et que les industriels font partie de ce problème aussi, ainsi que nos gouvernements, il ne faut pas l'oublier. Et en fait, en se focalisant sur l'individu et sur les petits problèmes à l'échelle individuelle, on évite tout un tas d'autres problèmes et c'est bien à leur avantage aux industriels. Alors là, bon, j'avais juste noté quelques exemples, en fait, voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, des titres d'études, en fait, qui ont été faites sur l'influence politique, rien que de l'industrie agroalimentaire. On en a eu une vingtaine, une trentaine, enfin voilà, ça sort vraiment beaucoup au cours des 5-10 dernières années. On a la même chose pour l'industrie du tabac, en beaucoup plus gros. Et après, il y a tout ce qui est industrie de l'alcool aussi, où on commence par exemple à avoir des exemples. Mais c'est pas que ça, il y a d'autres industries aussi. On parlait de l'industrie des pesticides, l'industrie pharmaceutique, etc. C'est une question voilà, qu'on est en train d'avoir, relier différents chercheurs, différents sujets, parce qu'on a beaucoup de points en commun. Et comment faire face rapidement à cette influence politique, hein, je parle juste de l'influence politique. Il y a tout un tas de solutions par rapport aux déterminants commerciaux de la santé plus généralement. Le marketing, par exemple, vous avez tout un tas de solutions. Il y a plein de communautés, par exemple, qui luttent aussi contre la pollution, qui luttent contre l'accaparement des terres, etc. Donc, c'est hyper, hyper large. Je vais juste me focaliser sur l'influence politique et je terminerai là. On peut avoir plus de transparence, donc on peut en savoir plus. Déjà, c'est nos gouvernements et si les industriels sont transparents sur ce qu'ils font, c'est déjà une première chose pour savoir comment ensuite y faire face. Donc, être transparent sur l'influence, être transparent sur nos conflits d'intérêts. Donc, ça, c'est quelque chose, par exemple, en France, au Canada, qui se fait pas mal. Si je parle que des pays francophones, hein, mais il y en a bien d'autres, hein, c'est pas pour exclure quoi que ce soit. Ensuite, il faut identifier, il faut surveiller, il faut éduquer. Donc, une fois qu'on sait ce qui se passe, il faut que les gens soient au courant. Donc, c'est bien d'avoir un répertoire des conflits d'intérêts, mais il faut que ce soit utilisé, il faut que le grand public soit au courant, il faut que les personnes qui ne respectent pas la loi, par exemple sur le conflit d'intérêts, il faut que ce soit puni, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est management, donc on peut contrôler, on met quelques limites en fait à ce conflit d'intérêts ou à cette influence. Donc, par exemple, en France, on a une limite sur les dons qu'on peut faire aux hommes politiques, les industriels que les industriels par exemple, peuvent faire aux hommes politiques. On a des limites, donc c'est dire on est transparent, on sait ce qui se passe, mais on a aussi certaines contraintes. Et puis après, il y a tout ce qui est interdiction là en bas de l'image. Donc tout ce qui est interdiction, il y a certaines choses qui sont interdites, par exemple dans le cas du tabac. Dans l'industrie du tabac, il y a certains pays qui interdisent la RSE, voilà, la responsabilité sociétale des entreprises. Les hommes politiques peuvent pas prendre part à ça, par exemple, et le gouvernement peut pas apposer son logo ou être d'accord avec ce genre de pratique parce qu'on sait que c'est nocif dans le cadre de l'industrie du tabac. Après, il y a de plus en plus de preuves que c'est le cas pour d'autres industriels aussi.
Et c'est des discussions à avoir. Voilà, à quelle étape en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est pas forcément dans un ordre ou dans un autre. C'est pas parce qu'on est transparent qu'on peut pas interdire certaines choses. Donc ça, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a publié. Et puis, je vais rapidement passer sur juste quelques exemples de transparence. L'Académie Nutrition aux États-Unis qui sont transparents sur leurs sponsors, mais ça les empêche pas d'avoir des sponsors. Au Canada, le gouvernement qui publie les listes de ses réunions et de ses correspondances avec les industriels et d'autres. On a des webinars, voilà, hein, ça fait partie un peu de ce qu'on essaye de faire, d'éduquer le public et d'éduquer les gens à cette influence, à savoir ce qui se passe et à savoir la reconnaître pour pouvoir ensuite l'éviter. Des limites, alors il y a des codes de bonne pratique, et puis l'OMS a aussi développé quelques recommandations, voilà, sur par exemple en nutrition, comment faire face aux conflits d'intérêts, et puis des interdictions. Et puis après, voilà, c'est important. En fait, il faudrait que ces mécanismes soient mis en place, que nous évaluons les efforts de nos gouvernements. Donc, c'est ce que je vais commencer à faire en Irlande l'année prochaine. Où est-ce qu'en sont nos gouvernements maintenant qu'on sait ce qu'on peut mettre en place, hein, il y a toute une liste de solutions. Il faudrait voir, parce qu'on parle des industriels, mais nos gouvernements aussi sont là normalement pour nous protéger. Et puis, il faut continuer à dénoncer tout ça. Il faut aussi protéger les lanceurs d'alerte, parce qu'il y a des pays, j'ai habité en Colombie, où les lanceurs d'alerte, par exemple, ne sont pas protégés. Donc, c'est une chose importante aussi quand on parle des déterminants commerciaux de la santé à tous les niveaux, quand ça va être des communautés qui font face, par exemple, à un industriel qui essaye de s'imposer dans leur région. Ça peut être extraction de charbon, ça peut être voilà, des champs qui vont être irrigués avec des pesticides, etc. Il faut que ces lanceurs d'alerte, en fait, ces petites communautés soient protégées. C'est un début de notre réseau, c'est d'essayer de nous, en tant que chercheurs, nous, en tant que lanceurs d'alerte, en tant que journalistes, etc., de se mettre en réseau. Et quand il y a un problème, on peut en discuter. Voilà, on est en quelque sorte protégé de par déjà cette mise en réseau et savoir ce qui existe et ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et puis voilà, c'était ma dernière slide là de la présentation. Alors, je vais vous présenter. Alors, il y a Stéphane, on a Stéphane Aurel là, qui va nous faire la deuxième partie de la présentation. Alors que je remonte un petit peu. Donc Stéphane, elle est journaliste. Alors, je vais te laisser te présenter. Stéphane est journaliste au Monde. Elle habite en France. Elle a pas mal écrit, puis ça a été une inspiration aussi parce que je suis ingénieure de formation et donc quand je faisais ma formation d'ingénieur et que j'ai commencé à me questionner sur quel rôle ont les produits que je faisais, enfin dans l'agroalimentaire, quel rôle ont les pratiques des ingénieurs, enfin quel rôle a l'industrie agroalimentaire et puis bon voilà, Stéphane a fait des reportages là-dessus, ça a été un peu, elle a été un peu pionnière en France si on peut dire sur le sujet, donc c'est un grand honneur d'avoir Stéphane aujourd'hui avec nous et puis Stéphane va nous parler un peu plus de ce que je classifierais activité politique, mais bon tu vas nous décrire un peu tout ça. Merci Stéphane. Ouais, ok. Merci pour cette présentation. C'est plutôt pour moi un honneur de parler dans les milieux académiques, en fait, de pouvoir partager, de faire un lien avec le monde académique, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors, je vais essayer de partager mes slides sans me tromper. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ok, c'est bon pour vous? Vous voyez les... Oui, c'est parfait. Ouais, ça va. Ok, ça marche. Donc moi, j'ai fait longtemps du documentaire, en fait. J'ai fait une école de journalisme après avoir fait des études de russe, donc absolument rien à voir. Et j'ai fait pendant une quinzaine d'années du documentaire et des livres. Et je suis revenue à la presse il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, oui, je bosse maintenant au Monde sur ces questions-là, où j'ai la grande chance d'avoir un poste où en fait je fais que de l'investigation au long cours sur la question des lobbies et d'influence sur la santé et l'environnement. Donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est à grands traits comment on fait du lobbying avec de la science.
et comment on transforme du matériau de lobbying qui est destiné à défendre un produit dangereux ou toxique en science. Et avant ça, on va définir 2-3 choses, notamment, si j'arrive à faire défiler ma slide dans le bon sens, c'est quoi les lobbies? Donc les lobbies, c'est un peu le terme tarte à la crème qu'on utilise, c'est un peu comme le marché. C'est une espèce d'entité indéfinie, très floue, alors qu'en fait, on peut les catégoriser assez facilement. Donc il y a différentes catégories de lobbyistes, ce qu'on appelle les in-house, c'est-à-dire qui sont des salariés des firmes et ce qu'on appelle des trade associations, qui sont les associations, les syndicats, on va dire, sectoriels. Les lobbyistes qui sont dans les salariés de cabinets de lobbying et de relations publiques, il y en a pléthore. Les think tanks, qui sont à l'écrasante majorité des outils d'influence, des véhicules d'influence. Les cabinets d'avocats, parce que pour avoir une influence sur les législations, il faut travailler de préférence avec les gens qui savent l'écrire, hein, notamment les avocats. Il y a une catégorie qui est très peu connue, qui est les cabinets de défense de produits, les product defense, qui sont des cabinets de lobbying spécialisés en sciences et qui ont pour salariés des gens qui ont des thèses en épidémiologie, en toxicologie, et qui sont capables de rédiger des articles scientifiques à la demande pour les firmes. Il y a un livre de référence sur ces questions, c'est celui de David Michaels, Doubt is their product. Je montrerai la couverture un peu plus tard, qui parle beaucoup en fait de ces cabinets-là. Et enfin, la dernière catégorie, c'est les scientifiques eux-mêmes, qui sont pas forcément payés pour être lobbyistes, qui n'ont pas forcément conscience de faire un travail de lobbying, mais qui sont en tout cas instrumentalisés et employés par les firmes pour faire passer leur message de défense. Il y a une définition qui vient du monde de l'économie que je trouve très utile pour comprendre quel est le but du lobbying. C'est ce qu'on appelle la capture du régulateur, regulatory capture, qui est un concept qui a été mis en avant par George Stigler, qui a été prix Nobel d'économie, qui est de l'école de Chicago, donc, qui est le berceau de l'ultralibéralisme, et qui avait donc conçu cette idée en disant la régulation est acquise par l'industrie et conçue pour fonctionner essentiellement pour son bénéfice. Ce que ça voulait dire pour lui, c'est que pour les industriels, mieux vaut participer à l'élaboration de la loi plutôt que de la subir. Donc, il vaut mieux être en amont au moment de l'écriture plutôt qu'ensuite quand tout est joué. Et pour moi, c'est une définition très exacte en fait du lobbying, dans le sens où cette image d'Épinal qu'on a du lobbying à l'Assemblée nationale avec les députés, en fait, c'est la queue de la comète du lobbying, c'est la fin du lobbying. Avant, il se passe énormément de choses, ça commence en fait bien plus tôt. Donc, il y a des endroits comme à Bruxelles où le lobbying se fait à ciel ouvert de manière complètement décomplexée. Là, ce que je vous ai mis, c'est un tweet qui date de 2016 de European Crop Protection Association, qui est le lobby des pesticides, l'organisation de lobbying européenne, avec deux de ses salariés qui remettent une étude d'impact au commissaire à l'agriculture de l'époque, Phil Hogan. Et c'est exactement ça la capture du régulateur, c'est fournir aux régulateurs, aux décideurs publics, les données en fonction desquelles la réglementation sera conçue. Et vaut mieux que les régulateurs aient vos propres chiffres, vos propres données, plutôt que des données plus globales, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de sélectionner ce que vous donnez à lire. Quelque chose de très important, comme Mélissa le soulignait, l'influence, c'est quelque chose de très différent de la corruption. Là, quand on remet, ces lobbyistes ne sont pas des corrupteurs, hein, ils font un job tout à fait légal. Et le boulot du lobbyiste, c'est pas de corrompre, c'est de convaincre. Et pour convaincre, il faut être crédible, il faut avoir des bons arguments, il faut avoir des chiffres. En tout cas, il faut proposer quelque chose qui a l'air sérieux. Et pour un décideur, ce qui est important, c'est quelqu'un qui me l'a dit comme ça, hein, à Bruxelles, qui travaille à la commission, ce qu'un décideur, il veut sur son bureau, c'est de la science. C'est quelque chose qui ressemble à de la science, et qui a le parfum de la science, qui a le goût de la science, en tout cas qui a l'air de quelque chose de sérieux et d'étayé.
Ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup parce que je la trouve très utile pour comprendre l'instrumentalisation de la science et du médecin et de l'autorité de la blouse blanche auprès des décideurs et aussi du grand public. C'est la même personne, mais sous ses habits civils à gauche, Betsy Boron, et Betsy Boron, PhD, directrice des affaires scientifiques de la fondation AMI. Si on vous dit ça, vous dites OK, super, la fondation AMI, qui est en fait le American Meat Institute, qui est une des principales organisations de lobbying du secteur de la viande aux États-Unis. Donc cette slide, elle est issue d'une présentation qui a fuité, en fait. C'était une erreur, qu'elle se retrouve un jour sur Internet avec ses 90 pages. Et donc cette slide, le texte est original, quoi. C'est quelle différence ça fait dans l'impression que vous avez de la personne selon la façon dont elle se présente, si elle est revêtue de cette blouse blanche de l'autorité de la science. Et cette Betsy Borrell, qui était donc la directrice de communication de l'Institut, du pseudo-institut de l'industrie de la viande, on l'a retrouvée sur la chaîne YouTube de AMI, pour une chaîne qui s'appelait Ask the Meat Scientist, qui expliquait voilà, des petites choses sur des questions tout à fait essentielles, comme par exemple comment préparer des hot dogs pour les enfants en bas âge, qui est un problème de santé publique important parce que les enfants s'étouffent avec la peau. Donc plutôt que de dire aux parents de ne pas donner de saucisses de Strasbourg à leurs enfants, ils leur expliquent comment les découper correctement pour continuer à nourrir les enfants avec ces saucisses totalement inutiles. Cette idée d'utiliser l'autorité de la science, et qui est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger, en fait, dans le sens où si vous êtes la plupart des gens qui sont là sont chercheurs, ont des doctorats. Il y a cette autorité de la science que le grand public a. C'est-à-dire que quand c'est de la science, c'est de la science. Il y a une espèce d'image de la science, c'est un peu comme la comté dans Le Seigneur des Anneaux, où il y a des hobbits au cœur pur qui pratiquent la science. C'est aussi beaucoup de décideurs publics ont cette image de la science qui serait complètement épargnée par les enjeux de la société et les enjeux économiques, alors qu'évidemment, c'est complètement faux. Et l'origine de cette exploitation de la blouse blanche, elle nous vient de quelqu'un de très intéressant qui s'appelait Edward Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, et qui était aux États-Unis à l'époque. Il a été membre de la commission Creel qui a travaillé sur l'opinion américaine pour la convaincre de l'utilité de l'entrée en guerre des États-Unis en 14-18, et qui s'est servi de c'est cette fameuse commission qui a fait la célèbre affiche We Want You for US Army. Et donc Bernays, après la guerre, s'est servi de ce qu'il a appris pour faire de la propagande par temps de guerre, par temps de paix. Et c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle les relations publiques, la propagande par temps de paix. Et donc cet exemple qui est assez génial, parce que c'était quelqu'un d'assez créatif, il s'est servi en fait de tous les savoirs de tous les acquis, enfin, je ne peux pas dire vraiment les acquis à l'époque de la psychanalyse, mais en tout cas les idées de Freud pour faire de l'influence de masse. Et donc, une de ces campagnes, c'était pour une compagnie qui s'appelait Beech Nut Packing Company, qui voulait vendre plus de bacon. Et alors que jusqu'aux années 20, le petit déjeuner américain, c'était pas du tout ce qu'il y a sur cette publicité, mais c'était plutôt fruits, porridge et un petit pain. Et ça devient, grâce au travail de Bernays, les œufs frits et les protéines et le bacon, donc hyper protéinés, uniquement par l'effet d'une campagne qui avait utilisé l'autorité de la science. En fait, il avait fait signer un document par plus de 4000 médecins à travers les États-Unis qui recommandait un petit déjeuner hyper protéiné. Et c'est le saut de crédibilité de la science qui a permis au bacon de devenir le petit déjeuner standard aux États-Unis. Comme Elissa l'a signalé,
toutes les stratégies des industriels de manipulation de la science, elles découlent plus ou moins en fait de celles qui ont été développées par l'industrie du tabac. Et c'est des stratégies qu'on a pu disséquer grâce à ces archives qui ont été rendues publiques à partir de la fin des années 90. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, beaucoup de ces stratégies découlent de ces idées en fait, de Bernays, hein, de manipulation de la science, de l'instrumentalisation de la science à des fins commerciales. Et donc ça, c'est ce doubt is our product, qui est une phrase très, très connue. Elle est issue d'un mémo tardif, en fait, qui date de 1969, hein, où ce que les industriels du tabac affirment, c'est que leur produit principal, c'est pas forcément la cigarette, mais c'est le doute, c'est d'entretenir le doute sur les dangers du produit qu'ils vendent. Et cette décision, en fait, elle a été prise en 1953 lors d'une réunion désormais très célèbre dans un hôtel de Manhattan où les principaux fabricants de tabac américains, faisant face à une montée de la science sur le lien entre le tabac et le cancer du poumon, ils ont conclu ce pacte en fait, de mentir au public en manipulant la science grâce à l'aide d'un autre cabinet de relations publiques dirigé par quelqu'un qui s'appelait John Hill. Et c'est John Hill qui a, on va dire, conceptualisé cette manipulation de la science pour l'industrie du tabac. Et donc l'idée dans l'entretien du doute, c'est de créer une impression de controverse scientifique là où il y a l'émergence d'un consensus. Quand on dit qu'il y a peut-être un lien entre le tabac et le cancer du poumon, c'est de jeter le trouble en disant que c'est peut-être dû à d'autres facteurs. Quand il y a montée du doute sur une exposition avec un produit chimique ou un pesticide et certains types de maladies, de cancers, de créer de la matière scientifique, de publier des études qui disent le contraire pour donner l'impression d'une controverse scientifique. Donc, un exemple qui est tiré de l'industrie du tabac, après cette décision-là de mentir au public dans les années 50, les industriels ont créé le Center for Tobacco Research, le CTR, qui a investi au total entre 54 et 98 $300 millions pour financer de la recherche. Ces financements ont généré pas moins de 6400 articles scientifiques. Aucun n'est parvenu à la conclusion que le tabac pouvait causer le cancer du poumon. Donc sur toutes ces stratégies, il commence à y avoir pas mal de littérature, que ce soit là j'ai mis seulement les livres, mais il y a aussi pas mal de papiers académiques. Et j'en profite pour faire de l'autopromo. On sort un nouveau livre sur on va dire les les nouvelles frontières du lobbying sur ces manipulations de la science avec mes camarades Stéphane Foucard du journal Le Monde et Sylvain Laurent qui travaille à l'EHESS. Et donc, c'est très utile, même si votre domaine c'est la nutrition, c'est très utile en fait de lire des livres sur la manipulation de la science dans le domaine de la chimie ou des pesticides et vice versa en fait, parce que les stratégies sont les mêmes et d'avoir cette vision transversale, ça permet vraiment d'avoir une approche intelligente en fait de cette influence et documentée. Donc le but, comme fondamental, je disais, c'est de créer la controverse, c'est d'empêcher la diffusion des savoirs inconfortables, qui est une expression que j'aime beaucoup, uncomfortable knowledge, parce que empêcher cette diffusion, la gêner, c'est aussi créer de l'ignorance, hein, détruire de la connaissance ou créer de l'ignorance, là où au contraire on pourrait générer de la connaissance et de la protection de l'environnement et de la santé du public. Globalement, c'est vraiment très, très résumé, hein, je voulais juste faire à grands traits, cet entretien du doute, et elle passe par une attaque de la force de la preuve, qui est générée par la science indépendante, académique, parfois par les agences
C'est arrivé aux États-Unis avec le tabac, quand l'EPA a commencé à produire de la connaissance sur les dangers du tabagisme passif, ou en tout cas vouloir agir contre ça. Donc, il s'agit de minimiser les preuves générées par la science académique, de mettre en avant les zones d'incertitude, donc cette ambiance de pseudo-controverse permanente, mais aussi d'attaquer, de saper les réputations, que ce soit à propos de la qualité des données, de jeter le doute sur la qualité des données, de jeter le doute sur les scientifiques, donc les attaques ad hominem, la disqualification par des termes de militants, d'hystériques, etc., sont assez fréquents. Évidemment, pas forcément dans la littérature scientifique, mais dans le débat public. Et aussi saper les réputations des organisations elles-mêmes. L'EPA, le tabac a fait, avec ses alliés de la chimie, des pesticides, a attaqué la réputation de l'EPA dans les années 90. Monsanto, avec l'industrie chimique, s'est attaqué à la réputation du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer, au moment de la controverse sur le glyphosate. Donc les exemples sont très nombreux, quoi, de ces stratégies d'attaque et de sape de réputation. Un élément tout à fait central dans ces stratégies de manipulation de la science, c'est l'usage de la publication scientifique. C'est-à-dire que ce matériau de lobbying, il peut avoir il a souvent la forme d'articles scientifiques qui sont tout à fait publiables dans des revues et qui sont publiés dans des revues, que ce soit des revues extrêmement prestigieuses et très connues, autant que dans d'obscures revues. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un décideur, que ce soit Science ou Regulatory Toxicology and Pharmacology, qui est une revue pilotée par les industriels de la chimie, du tabac et des pesticides, c'est la même chose en fait. Les décideurs, qui en grande majorité n'ont pas de formation scientifique, ne font pas vraiment de différence entre les revues et considèrent que ce qui a été publié dans une revue est valable. Et donc les industriels jouent énormément là-dessus. Moi, j'appelle ça faire du science washing. Et ça permet en fait de passer un matériau de lobbying dans les tuyaux de la publication scientifique et de ressortir tout décoré du vernis de la crédibilité scientifique. Voilà, en conclusion de ça, moi, souvent on me demande c'est quoi les solutions. Moi, je ne fais pas mon boulot en fait de dire quelles sont les solutions. Non, mon boulot, c'est plutôt de pointer sur les mauvaises nouvelles et les zones d'inconfort, on va dire. Mais en revanche, quelque chose qui est très frappant dans tout ça, c'est la dimension de vigilance dans le monde scientifique lui-même. Que font les scientifiques vis-à-vis du comportement des revues? Il y a évidemment d'autres problèmes avec les revues, hein, l'aspect mercantile est très important, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'important qui se joue là dans la réappropriation des circuits de la publication scientifique par la communauté scientifique elle-même. Voilà, ça permet aussi les scientifiques n'ont pas rien à voir avec les enjeux scientifiques, sociétaux, économiques et politiques qui se déroulent. On le voit bien avec les problèmes monstrueux que pose le changement climatique, notamment. Et ce rapport au lieu où sont produits les savoirs, je trouve, devrait être reconquis en fait par les scientifiques eux-mêmes. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Merci beaucoup. Enfin, c'était hyper intéressant. Et puis, je vois que tu fais un livre, donc ça va faire encore de la lecture, lecture intéressante pour les gens qui sont là avec nous. En fait, je disais qu'il y a énormément de littérature qui est sortie au cours de la dernière année, donc des livres. Et puis des publications scientifiques, etc. Mais rien que les livres, par exemple, qui sont peut-être un peu plus accessibles au grand public, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Après, là, dans notre réseau, c'était hyper intéressant aussi parce que ta présentation, c'était vraiment transversale sur différentes... c'est pas sur une industrie en particulier. Et notre réseau, en fait, justement, c'est un réseau
un réseau de personnes qui travaillent sur différentes choses. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent sur l'industrie du tabac et l'industrie agroalimentaire, mais voilà, on s'intéresse à différentes problématiques et je crois que c'est ça qui nous fédère un peu, en fait, toutes ces pratiques industrielles. Alors maintenant, alors aux participants, si vous avez des questions, il y a une partie où vous pouvez les poser vos questions là, et puis il y a le question and answer là, la partie Q&A ou bien le chat. Mais vous pouvez aussi les poser à l'oral. Alors Abir qui est là avec nous va peut-être nous aider si quelqu'un souhaite parler, parce que on n'est pas beaucoup, donc si vous souhaitez faire un commentaire à l'oral, n'hésitez pas. Alors là, je vois que pour l'instant, je ne sais pas si tu en vois Abir ou si Stéphane. Je crois qu'on n'a pas de questions. Donc du coup, J'en vois plein. ouais, donc je vais juste te demander du coup une question, Stéphane, par rapport à parce que tu es journaliste, hein, ta profession c'est journaliste, voilà pour je pense que tu l'as mentionné au début, je l'ai mentionné. Euh, Quel est le rôle des médias en fait, tant au niveau de ce qui est influence des industriels, enfin quoi, comment est-ce que votre profession en fait fait influencer, et puis après bon toi tu es plus dans le côté d'énoncer ses pratiques et puis en discuter, etc. Donc à la fois tu vois quel est le rôle là, dans la capture un peu des médias, mais comment est-ce que les médias peuvent aussi être du côté des chercheurs et puis de la société civile qui travaille contre nous, enfin voilà, contre ces pratiques. Ouais. Bah, sur la première question, je ne saurais pas vraiment dire dans le sens où je ne suis pas l'objet de cette capture et le journal, Le Monde ne l'est pas non plus. Enfin, en tout cas, D'accord. je pourrais pas. Puis j'ai pas de travail de manière documentée en fait là-dessus. Donc Ouais, je pourrais pas avoir des grandes généralités, mais c'est d'accord. pas. J'ai bien parlé de choses un peu documentées, quoi. Ouais, Mais c'est plutôt, j'essaie je suis assez active dans les réseaux un peu internationaux de journalisme, où on a des conférences où on se retrouve pour parler d'investigation, de données, etc. Là, en ce moment-là, d'ailleurs, je appelle à tous les chercheurs, si ça vous intéresse, il y a le festival qui s'appelle Data Harvest, qui est le festival annuel de journalisme d'investigation européen, qui se déroule en ligne entre septembre. En fait, il y a des séances quasiment tous les jours pendant 3 mois, et n'importe qui peut s'inscrire. Voilà. C'est payant, mais c'est pas d'accord. cher. Et il y a plein de Ok. thèmes très utiles, justement, avec des outils de recherche, etc. Et je pense que c'est très utile de croiser des outils académiques et journalistiques. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, j'essaye beaucoup de convaincre les collègues qui ont une certaine réticence à travailler sur ces sujets-là, de s'y engager. En fait, il y a une Ouais, espèce de peur, je ne sais pas pourquoi, que c'est trop compliqué, travailler sur la réglementation des pesticides, c'est hyper technique, etc. Et au niveau de mes collègues, en tout cas, j'essaie de susciter l'envie de d'accord. travailler sur ces sujets-là. Et par rapport au monde académique, je me sens, j'ai des connexions permanentes avec le monde académique et je trouve qu'un de nos rôles comme journaliste, c'est de faire passer le savoir, la connaissance qui est créée dans le monde scientifique et académique au grand public, quoi. Y D'accord. compris sur... Ouais. Et puis du coup, dans la continuité un peu de cette question, en fait, enfin, ouais, je pense que enfin, tu as dû l'observer dans les 10, 15 dernières années. Enfin, je sais que tes premiers reportages, c'était il y a plus qu'une dizaine d'années. Est-ce que tu as vu une évolution? Alors, au niveau de ces relations-là, peut-être entre académiques et puis enfin, le milieu associatif, etc., et les journalistes. Et puis aussi au niveau de la pensée, enfin, comment le public comprend le conflit Ouais. d'intérêts, comprend les lobbies, etc. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou bien avec tout ce qui est création du doute, même par nos gouvernements, on va plutôt dans le fake news. Enfin voilà, donc Bah, c'est vrai que l'évolution on va dire 10-15 dernières années, ce qui est intéressant, c'est que c'est un savoir in progress, quoi. C'est au cours des 15 dernières années que c'est construit, enfin, on va dire, solidifié ce savoir-là, que tout ce qui est le domaine nutrition s'est mis à intégrer, en fait, les stratégies du tabac et à comprendre ce qui se passait donc moi, c'est ça que j'ai vu, c'est au fur et à mesure que moi-même, je faisais mon petit parcours pour travailler sur ces sujets et il y a la connaissance grandissait au fur et à mesure. C'est-à-dire que il y a 10 ans, j'avais 3 bouquins sur mon bureau et 15 papiers académiques. Là, je sais plus, j'ai besoin de prendre un an de plus pour tout lire.
Ouais, d'accord. Dans le sens, et je trouve vraiment super, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de connaissances. Après, la contrepartie de ça, c'est que c'est désespérant qu'il y ait autant de connaissances et qu'elles soient aussi peu employées par les politiques. Ouais, Et ça, pour le coup, c'est beaucoup notre travail à nous, de journalistes. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'opinion, ça devienne mainstream. En fait, que ouais, ces stratégies-là sont nocives pour tout le monde, quoi. Pour la ouais. politique, pour la démocratie, pour la santé, pour l'environnement. Et parce que je pense pas que les politiques puissent changer sans la pression de l'opinion publique. Ouais, tout à fait. Non, je suis Et d'accord avec toi parce que c'est un peu la trajectoire que prend mon travail parce que on était vraiment concentré sur ce que font les industriels et puis c'était un peu indispensable de le savoir, hein, enfin voilà, débroussailler le terrain. Mais maintenant qu'on sait, enfin, ouais, c'est vrai qu'il faut passer à l'étape suivante. Il faut un peu que nos gouvernements soient responsables et que les choses se fassent et qu'on mette en place des mesures appropriées aussi, je pense, pour lutter ouais, puis face. Enfin, voilà. il y a ce côté, les grands méchants lobbies, mais les Ouais, lobbies, enfin, les industriels, ils font leur job, hein, ils vendent ouais, leurs ouais, produits, ils défendent leur marché. ouais, Là où il y a un problème pour la démocratie et où les journalistes ont un rôle à jouer, et les académiques publics, quoi, c'est que c'est au pouvoir public de s'organiser pour conserver une intégrité dans la décision publique. Et tout à fait. sur ce plan-là, sur les questions sur lesquelles on travaille, la faillite est totale. Ouais, Donc d'accord. c'est aussi très important de pointer ça. Et moi, mon travail on va dire, des 2 prochaines années, parce que je fais des petits programmes quinquennaux maintenant, c'est justement plutôt que de raconter les stratégies des industriels, c'est de raconter les failles du système réglementaire, quoi. D'accord. Et Ok. c'est la responsabilité des pouvoirs publics. D'accord. Bon, bah, super. Bah, je crois on va continuer à travailler, enfin, au moins main dans la main, quoi. Pas dans les mêmes, voilà, dans le journalisme et puis en recherche, mais je pense que c'est aussi un domaine en recherche où on se rend compte il y a quand même il y a pas mal de boulot à faire. Donc, bon, bah, c'est très bien. Je vois pas de questions des personnes qui sont là. Alors, j'espère que, ben, voilà, ça vous a tous intéressés. Et puis après, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à continuer la discussion par Twitter. Comme j'ai dit, ce sera aussi disponible. Là, l'enregistrement, il sera disponible aussi sur notre site internet et on partagera sur Twitter. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on veut continuer à avoir. Enfin, voilà, c'était juste l'introduction d'un sujet. Donc, et puis Stéphane, si tu as des collègues journalistes qui veulent rejoindre le réseau, enfin voilà, les personnes qui nous écoutent, là, si vous faites pas partie du réseau et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on souhaite la bienvenue à tous ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt et puis qui ont des valeurs, voilà, qui sont proches des nôtres, qui sont ou alors voilà, qui veulent en tout cas aller dans le même sens que notre réseau. Donc, bah, merci beaucoup à Stéphane et merci à Abir. Et puis merci à tous les participants d'avoir été là. Et puis on vous souhaite de belles vacances pour ceux qui vont partir en vacances. Et puis une belle rentrée pour les autres. Et puis voilà, nous on continue à avoir des webinaires sur d'autres thématiques. Enfin voilà, mais toujours les déterminants commerciaux de la santé, mais ce sera plus en français. Donc voilà, on espère qu'on vous aura dans l'audience pour les prochains webinaires. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au Merci. Au revoir. revoir.